Bon, alors de quoi parlons-nous? Bonne question. Alors, ce que je vais faire, peut-être, c'est que je vais prendre le son au plus près de nous, parce que parfois, D'accord, quand il est un peu loin, il est moins bon. Hop, comme ça, il est là, et il prend le son près. alors je pense qu'on pourrait parler, j'ai vu dans ta chambre beaucoup de livres sur l'évolution, Ouais. donc on pourrait poser la question de l'évolution. Est-ce que l'évolution est guidée par le hasard et la nécessité? Est-ce que l'évolution est créée par un Dieu in, euh, comment on dit, in extenso? Ou est-ce que il y a un mélange de tout ça, etc. Parce que je pense que ça, aujourd'hui, c'est un très grand débat, la question de l'évolution, à la fois parce que ça polarise les gens avec le côté traditionnaliste, où les personnes veulent à tout prix que l'homme soit créé par Dieu, etc. Ce qui donne euh, une dimension essentialiste à l'homme, et mais aussi à chaque animal, à chaque archétype, etc. Le monde ayant été créé par Dieu de manière définitive, ça alimente le traditionnalisme. Enfin, ça alimente toute la vision du monde traditionnaliste, Ouais. essentialiste. D'un autre côté, on a l'évolution de la science qui montre qu'au contraire, le monde est parti de rien, d'un Big Bang. Enfin, ceci dit, même le Big Bang a recréé la possibilité d'une création par Dieu, parce qu'avant le Big Bang qui est là, en plus le Big Bang est très très bien réglé, donc euh, qui a fait le réglage, enfin ça ouvre plein de questions. Mais après, scientifiquement, on sait expliquer euh, dans ces grandes lignes l'évolution du monde. On a du mal avec effectivement l'apparition de la vie, on ne sait pas trop comment l'expliciter, mais quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a la possibilité d'un déroulement où les choses sont explicables par les lois scientifiques. Mhm. Donc peut-être on pourrait reparler de ça et peut-être parler des différentes positions des uns et des autres vis-à-vis de cette question Je vois, ouais. et le caractère peut-être le caractère limitatif de chaque position d'ailleurs. Ok. Bon, bah, écoute, alors je me lance. Oui, oui. Bon, disons que il faut voir le processus global. On part, disons, d'une vision du monde dans laquelle l'homme est en immersion dans la nature, Mmh. complètement immergé dedans et dépassé par elle, et tout est sacré. Mmh. À un moment donné, avec les religions notamment monothéistes, le divin s'expatrie dans l'au-delà, dans le Mmh. céleste, et il devient transcendant, ce qui permet de libérer l'immanence de la sacralité, ce qui a un intérêt quand même, parce que à partir du moment où le monde, et notamment la nature, n'est plus sacré, on peut faire des choses. Parce tout ce qui est sacré, on n'y touche pas. Tu es d'accord avec ça? On ne va pas profaner le Ah sacré, oui, donc alors ça, on va j'avais le pas vu respecter absolument. À ce partir du lien. Ça, moment... c'est très Ouais. intéressant ce que tu soulignes là. C'est que déjà dans l'agriculture, il y a une profanation. Alors que les civilisations du type chasse-cueillette, et on le voit avec on le voit avec les cultures qu'on a pu, les éléments culturels qu'on a pu retrouver ou qui sont restés dans certaines tribus isolées d'Amazonie, etc. On voit bien que dans cette perspective, disons, chasseur-cueilleur, dans cette perspective des cultures premières, effectivement, tout est sacré. Le rocher est sacré, la rivière est sacrée, l'oiseau est sacré. Alors même d'ailleurs, on retrouve ça d'ailleurs un peu mis en scène dans Avatar, même quand on va tuer un animal, on prend des précautions, Ouais. on le remercie, etc. Simplement, il n'y a pas vraiment de processus d'évolution possible quand tout est sacré, qu'on peut toucher à rien. Ah oui, oui. Et donc le fait de désacraliser l'immanence permet d'engendrer, d'enclencher ce processus du progrès qui va transformer le monde en quelques siècles et qui est lié justement à la modernité qui a désacralisé la nature, le monde, l'immanence.
Alors à partir de là, il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'évidemment, lorsqu'on désacralise, on risque aussi de détruire, puisqu'il n'y a plus rien qui nous retient Hmm. de détruire. Tandis que l'ère religieuse et celle qui était encore avant, qui sacralisait aussi l'immanence, euh, aboutissait à ce qu'au moins on respecte Hmm. l'écosystème, on pourrait dire. Sans le savoir, mais on le respectait. Et donc, il faut trouver une sorte de dialectique entre ces deux polarités, que sont d'un côté le respect absolu mais sans évolution, et de l'autre côté une évolution qui peut détruire, mais qui permet quand même à l'homme d'exprimer son potentiel divin à lui, qui est justement le potentiel de divinisation et d'évolution constante, puisque le propre de l'homme, c'est l'évolution constante, justement. Alors, c'est là qu'il y a un intérêt de cette nouvelle culture émergente, ce nouveau paradigme, qui est de relier le spirituel et l'évolution. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir une évolution profane, purement matérialiste, on a une évolution qui intègre la dimension spirituelle. Et dans ce cadre-là, on va à la fois respecter l'holarchie de l'évolution qu'est la nature, mais en même temps, on va se permettre d'évoluer en coopération avec cette nature. Et donc là c'est un nouveau positionnement qui est en train d'apparaître, que les gens n'ont pas encore bien compris. C'est la possibilité d'une spiritualité progressiste. Aujourd'hui, nous Hmm. n'avons que quasiment des spiritualités traditionnelles conservatrices d'un côté, Hmm. qui bloquent l'évolution, et de Hmm. l'autre côté, une sorte d'athéisme matérialiste qui a cette vertu d'être progressiste, mais Hmm. qui nous amène au drame écologique qu'on connaît aujourd'hui, et qui n'est pas seulement un drame écologique, mais un drame de la reliance aussi aux autres et à soi-même. C'est un triple drame, destruction de la nature, destruction du rapport à soi et destruction de la relation aux autres. Et donc ce drame met en évidence les limitations de ce paradigme matérialiste athée. Alors il ne s'agit pas évidemment, là encore, de revenir au paradigme précédent. Moi, j'ai trouvé cette phrase l'autre jour en écrivant mon article là le passage de la rationalité instrumentale à la rationalité systémique, qui est de dire que, certes, comme disait Einstein, on ne résout pas un problème avec le niveau de conscience qu'il a créé, mais on ne le résout pas non plus avec le niveau de conscience qui le précédait. Ah bah oui, oui. Et donc, quel est ce nouveau niveau de conscience? Et c'est là aussi que toi, tu as beaucoup travaillé et amené un certain nombre d'éléments sur quelle est l'identité de ce nouveau paradigme émergent. Voilà, mais en tout cas, je parlerai d'une spiritualité progressiste qui permet de concilier l'évolution de l'homme et la coopération avec la biosphère. Oui, alors donc, pour reprendre ce que tu viens de dire, pour un peu le résumer, il y aurait eu quatre phases. Une première phase avec une sacralité de tout qui correspond au chamanisme, aux Voilà, c'est ça. cultures premières, où tout est sacré, et c'est des cultures qui évoluent, mais tout de même relativement lentement, mais par contre qui ont accumulé des connaissances sur la nature exceptionnelles, Exceptionnel. quasiment sur des millions d'années, en tout cas sur des dizaines de millions d'années, voire des centaines de milliers d'années. Et puis l'apparition au moment du développement de l'agriculture des grandes religions, il y a à peu près 10 000 ans, on voit apparaître la structure des grandes religions qui à ce moment-là libère l'homme de cette emprise, en quelque sorte, même si le mot n'est pas obligatoirement adapté, cette emprise de la nature, cette emprise totale de la nature, où la seule chose que peut faire l'homme, c'est de rentrer en harmonie avec la nature. Et l'emprise de la religion aussi, justement. Et à ce moment-là, on bascule dans une emprise de la religion. Alors, on passe du chamanisme à la religion. Les religions s'imposent contre le chamanisme, très Ouais, souvent. Et il y a tout de même un phénomène particulier qui est lié à ce processus. C'est aussi l'apparition de l'esclavage et de l'élevage. C'est-à-dire qu'on se met à capturer des animaux, ou à les domestiquer. Et là aussi, c'est une rupture par rapport à l'ordre naturel. Et l'homme lui-même, l'être humain, va changer d'identité puisqu'il est embarqué
en termes d'identité dans des logiques impériales où il est d'une manière ou d'une autre asservi. Euh, et même l'empereur lui-même n'est pas aussi libre qu'un homme sauvage, un homme dans l'univers sauvage qui va où il veut, etc. L'empereur, il est asservi à son territoire. Tout le monde se met à être asservi au territoire. Ces grandes religieux durent à peu près 10 000 ans. Il y a environ 3 siècles, il y a la Renaissance, il y a, il y a Descartes, il y a la science qui apparaît. Et là aussi, il y a quelque part une désacralisation complète à ce moment-là du monde, non seulement de la partie civilisée, mais sur l'ensemble de la nature, qui devient à ce moment-là une sorte de propriété exploitable de l'homme in extenso. Et au fond, on peut dire que l'ère industrielle va se construire sur cet usage exponentiel de la nature et aboutit effectivement à une sorte de catastrophe à la fois naturelle, mais aussi, et ça j'ai bien aimé que tu dises ça, euh, quelque part de la relation de chacun à lui-même et aussi de la relation à l'autre. Parce que si l'autre n'est plus qu'un instrument de ma science, si l'autre n'est plus que Ouais. un élément de ma productivité, si l'autre n'est plus que une sorte d'agent historique que je peux instrumentaliser pour des idéologies, à ce moment-là, on arrive à une déshumanisation très très profonde qui a été caractéristique du XXe siècle, à la fois d'ailleurs dans le nazisme, dans l'esclavage qui a précédé, mais aussi dans le communisme. Enfin, il y a une relation de traitement des êtres humains qui va au-delà de l'esclavage, il me semble, de l'esclavage de l'ère agraire, parce que dans l'ère agraire, on a déjà des formes d'esclavage. Mais en quelque sorte, l'esclave reste une identité. Il n'y a pas cette sorte d'absolue volonté d'anéantissement qu'on a vu dans la dernière guerre avec les holocaustes et même avant dans la conquête de l'Amérique où les pauvres Indiens, les habitants, les autochtones sont balayés par... donc là, il y a quelque part dans l'ère industrielle quelque chose qui est à la fois une dénaturalisation de la nature. On déconstruit la nature, on déconstruit les identités, on déconstruit le sacré, et c'est vrai qu'on arrive à la fin, aujourd'hui, vraiment à une déconstruction complète qui crée des créations essentialistes de retour C'est néo-traditionnel ça. à des valeurs Mais pré-industrielles, et on le voit par exemple dans la question de l'avortement, en fait, il y a tout de même une réaction très très forte euh, à la question du respect de la vie. On pourrait dire que c'est vraiment une sorte de retour en arrière dans des valeurs plus traditionnalistes qui sont portées par des gens voilà, c'est ça. profondément traditionnalistes. Et d'un autre côté, on a aussi des personnes qui veulent continuer à déconstruire dans la logique de la modernité, en allant jusqu'au bout de la déconstruction, et ça donne à ce moment-là, on va télécharger nos cerveaux sur les ordinateurs, on peut faire des enfants en éprouvette, il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, c'est un choix que chacun fait. Enfin, en fait, on voit bien qu'à la fin de cette ère industrielle, on a affaire à une volonté de certains d'aller jusqu'au bout de la déconstruction et de la logique purement rationnelle et instrumentale. Et d'un autre côté, on a des réactions très très fortes d'un retour à un ordre traditionnel, néo-religieux, néo-essentialiste. Voilà. D'ailleurs, si on est rigoureux dans la logique régressive, il ne faut pas seulement, comme voudraient la plupart des décroissants, revenir à l'ère agraire, mais revenir carrément à l'ère chasseur-cueilleur. Et d'ailleurs, les penseurs les plus rigoureux en matière justement de régression sont des gens qui me disent ça. J'ai rencontré notamment quelqu'un comme Thierry Salentin, qui était un anthropologue qui vivait parmi les Indiens de Guyane,
Et il disait, mais c'est ça la solution, c'est de revenir, parce qu'en fait, la crise écologique, elle commence dès la rupture de l'élevage et de l'agriculture, en fait. Ah oui, Il alors y a déjà une mais même sortie de alors maintenant, l'ordre naturel à ce moment-là. oui, oui, mais alors là, tu as tout à fait Et, raison. et- On a découvert que même bon, le développement du carbone dans l'atmosphère est très lié au développement industriel parce que c'est l'usage du charbon. Hmm. Mais par contre, il y a déjà une instrumentalisation de la nature très forte. Mhm. Et Voilà, c'est ça. dès l'apparition des premiers hommes, Voilà. il y a aussi une chute C'est pour ça que... de la faune préhistorique. Et alors on ne sait pas encore exactement pourquoi, si c'est lié à l'homme ou pas. C'est encore en discussion, parce que là on retrouve, c'est difficile à dire. Et donc, après, c'est important d'avoir une logique équilibrée justement, parce que c'est la perception binaire des choses qui nous fait aujourd'hui fantasmer les chasseurs-cueilleurs comme étant un idéal d'écologie. Et Oui, donc on alors le voit très bien dans les milieux ah justement oui, alors les écolo-spirituels. chasseurs-cueilleurs Il y a, sont très intéressants. Maintenant, voilà. l'anthropologie, l'ethnologie nous permet de dire que les cultures de chasseurs-cueilleurs, les cultures premières, leurs traditions sont très intéressantes parce qu'elles sont les racines de tout le reste. Donc, au niveau anthropologique et au niveau historique, étudier sérieusement, mais enfin ça n'a rien à voir avec la manière dont les gens font des stages de chamanisme, enfin ça, c'est toute une vie de travail approfondi, scientifique, de recherche anthropologique, ethnologique sur, par exemple, un type de culture bien déterminé, etc. C'est un travail très sérieux. Bon, tous ces travaux sur les peuples premiers sont extrêmement intéressants. Mais ça n'a rien à voir avec, d'une part, le néo-chamanisme tel que on le voit se diffuser aujourd'hui à travers des personnages qui sont très sympathiques et qui ont le propre d'attirer le grand public sur des questions euh, intéressantes, mais ça n'a rien à voir avec le véritable travail, en quelque sorte, de ce qu'était à l'époque être un chaman, qui impliquait toute une vie de travail euh, et, et des, et aussi des épreuves qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Après, oui, mais ça, tu sais, c'est quand on arrive à la fin d'un paradigme, souvent on a besoin de revisiter, alors de manière plus ou moins fantasmée, comme tu le dis, des paradigmes précédents pour trouver de l'inspiration, Voilà, pour aller. Donc tout ça est un mouvement non linéaire où on revisite des éléments du passé en allant jusqu'à la racine avec l'ère chamanique. Mais il ne faut pas tomber dans cette espèce d'idéalisation fantasmatique de l'ère chasseur-cueilleur, ni même d'ailleurs de l'ère élevage-agriculture, Alors et essayer de voir. pourquoi on peut pas reculer? Ça, c'était la question aussi qui est Voilà, c'est posée. ça, oui. Ça, c'est important de le dire parce que sinon les gens se rêvent d'un recul. Pourquoi on peut pas reculer? Bah parce que d'une part, d'ailleurs très tristement, euh, la situation planétaire s'est beaucoup détériorée et que en fait, les conditions de chasseurs-cueilleurs, même si on n'était plus qu'un million ou 500 000, il n'y a plus du tout les animaux sauvages, on les a décimés. En fait, il n'y a plus du tout la situation qui permettrait même à quelques milliers d'êtres humains de vivre sur cette planète de la chasse et de la cueillette. On ne se rend pas compte, d'ailleurs, dans ce sens-là, on peut vraiment dire que l'époque chasse-cueillette, qui a duré encore une fois beaucoup plus longtemps que toute la période historique, parce qu'on parle au moins d'un million d'années, parce qu'on déjà il y a un million d'années, on est déjà tout proche de l'Homo sapiens. Euh, L'Homo sapiens, il faudrait reprendre les dates exactes de l'Homo sapiens et de l'homme de Néandertal, mais il y a un million d'années, on a quasiment déjà les traces de feu, on a les traces d'une humanité qui est vraiment humaine en quelque sorte. Oui. Mais pendant ce million d'années qui va courir toute la période avant le néolithique, qui va être la grande explosion agraire, qui d'abord est très lente
et se développe finalement après de plus en plus, euh, on a des cultures effectivement extrêmement sophistiquées et une richesse de musique, de tradition, sans doute extraordinaire, qu'on a complètement écrasé, oublié du fait de notre volonté de donner la place aux grandes religions. Et cette période est extrêmement intéressante à étudier et à explorer. Mais quand on regarde les conditions de la planète à cette époque-là, on a une planète quasiment vierge. En fait, on est dans le paradis. On a énormément d'oiseaux, de poissons. Il faut bien se rendre compte que l'homme, avant le néolithique, alors la planète était plus froide, hein, ceci dit, parce qu'il passait par des périodes de glaciation où la moitié de la planète enfin la moitié de l'Europe était sous les glaciers. Bon, c'était tout de même. Mais dans ce contexte-là, ça rendait aussi l'Afrique beaucoup plus habitable. Et au fond, ce qu'on appelle le désert du Sahara, a priori, a été un espace extraordinairement riche au niveau végétal, animal, etc. Et le Sahara ne se forme qu'au fur et à mesure que l'atmosphère se réchauffe. Mais pendant les périodes de glaciation, toute l'Afrique est au contraire à une température très agréable. Et on peut vraiment parler d'un Éden, parce qu'on a de la nourriture à foison, Oui, bien sûr. des paysages magnifiques. Alors, a priori, il semblerait que les êtres humains vivaient assez peu, enfin, vivaient assez peu longtemps, mais est-ce que dans leur conscience à eux, ils avaient l'habitude de vivre 40 ans, 50 ans? Mais c'était aussi la durée de la vie de la plupart des animaux, des mammifères autour d'eux. Au fond, c'était pas, ils ne pouvaient pas envisager autre chose. Donc. Et effectivement, bon, ben, le jour où on se cassait la jambe ou qu'on était traversé d'une flèche, il n'y avait pas un hôpital sur lequel on pouvait se précipiter pour. Bon. Mais néanmoins, dans leur perception à eux, peut-être qu'ils vivaient tout cela très très bien. Ouais. Après, je crois qu'il faut essayer de saisir euh, l'intérêt de la modernité. Et notamment ça, on en prend conscience quand on regarde les textes de Descartes. De voir, si tu veux, que quand on dit, quand Descartes fait le projet de la modernité qui est de se rendre maître et possesseur de la nature, c'est pas parce qu'il est méchant, comme diraient certains écolos. Euh, c'est parce qu'on est dans une période de famine et d'épidémie constante, chaque année, et qu'à un moment donné, la pensée de l'homme en vient à se dire il faudrait quand même peut-être un peu mieux comprendre la nature pour maîtriser ses lois et pouvoir l'exploiter au mieux pour améliorer la condition de l'homme. Et ça, si on lit le paragraphe entier dans lequel Descartes formule son projet, c'est très présent. C'est améliorer la santé, la condition de vie des hommes. Et donc, ça, c'est le projet de la modernité. Évidemment, à l'époque, la problématique écologique, elle n'existait pas. On n'était pas encore confronté à la problématique de notre expansion illimitée, etc. Oui, alors là aussi, l'histoire quantitative nous apporte plein d'éléments. Et là où tu as tout à fait raison, c'est que pendant toute la période agraire, on a des périodes de bombance où tout va bien. Il y a même des décennies, voire des siècles où la situation est particulièrement bonne. Mais il y a aussi des années où il y a la grêle, tout simplement, la moisson est détruite, et là, l'histoire nous montre qu'effectivement, n'ayant pas de moyens de transport massif comme le train, et le train va totalement changer. En fait, l'apparition du train est le début de l'explosion de la population. Mais jusque-là, et pourquoi? Parce que brusquement, à travers le train, on peut déplacer massivement la nourriture. Donc il n'y a plus de mortalité infantile et Ouais. des vieillards. Mm. Parce que qu'est-ce qui se passait dans les familles? En fait, les enfants mouraient parce qu'on Mm. on les sacrifiait, et les vieillards mouraient parce qu'on les sacrifiait aussi. Et là, il y a un point important, c'est de comprendre que c'est par l'interdépendance, justement, Mm. qu'on met fin à la famine, etc. Oui, oui, Alors qu'aujourd'hui, mm, la mode qui est de revenir à l'autonomie, à l'autosuffisance, mm, en croyant que c'est ça la résilience, nous mm. ramène dans des conditions
qui sont en fait sans aucune résilience, parce qu'à partir du moment où on compte que sur notre autonomie, et plus sur la mondialisation, l'interdépendance, à ce moment-là, à la moindre famine, au moindre problème de récolte, on n'a aucune résilience. Donc la résilience, en réalité, elle est accrue par la modernité. Euh, Ah mais bien sûr, et, et- la et- modernité a permis, et il faut voir aussi que c'est pas simplement la résilience, c'est que tout simplement les conditions de 90% de la population dans les sociétés agraires étaient catastrophiques. voilà, c'est ça. Ils mouraient à 40. Alors peut-être même on pourrait dire que dans toute cette partie agraire, il y a eu vraiment, d'ailleurs c'est un peu ce que racontent certains livres, comme la Bible, c'est-à-dire que ça a été une chute, parce que finalement, les êtres humains qui vivaient librement sur des immenses espaces, Ouais. avec une autonomie de chacun, se retrouvent engagés dans des empires, dans des guerres incessantes, Mm. entre empires, entre royaumes, sous des monarques ou des systèmes autoritaires, parfois d'une violence inouïe, hein, parce que il faut voir, par exemple, les cultures mongoles, comment ils traitaient les populations lorsqu'elles étaient envahies, etc. Donc, les 10 000 ans d'histoire sont tout de même tragiques pour 90%, 99% de la population. Et les Misérables de Victor Hugo décrivent un peu cette population à la fin de l'ère agraire et au début de l'ère industrielle. Et je pense que Les Misérables de Victor Hugo, c'est encore un peu arrangé par Victor Hugo pour que ça soit pas complètement désespérant, mais c'est bien pire encore, quoi. Voilà, après ça va être remplacé aussi par l'aliénation industrielle moderne, bien décrite après par Zola, Germinal, etc. Exactement. Donc, donc chaque paradigme apporte quelque chose d'important à l'humanité, atteint ses limites et doit être dépassé par le paradigme suivant. Et donc à un moment donné, la modernité apporte quelque chose qu'il faut reconnaître et que trop souvent Hmm. aujourd'hui les adversaires de la modernité ne voient pas, parce qu'ils ont une pensée binaire. Et à partir du moment où on arrive à reconnaître l'apport et la limite en même temps, on peut entrer dans une logique évolutionnaire Hmm. qui est de dire, ok, comment on va intégrer cet apport tout en dépassant le paradigme en question. Et c'est là que la postmodernité qui s'ouvre avec son nouveau paradigme aussi, puisqu'on parlait de l'évolution au départ, un paradigme post-matérialiste avec une compréhension plus spirituelle de l'évolution, apporte quelque chose. Parce qu'il faut bien comprendre la dynamique. À un moment donné, le sacré, le divin, est expatrié dans le ciel, ce qui permet donc ce processus d'évolution formidable, mais aussi cette aliénation considérable de l'homme et de la relation entre les hommes. Et la dynamique consistant à comprendre la dimension spirituelle de l'évolution rapatrie le divin dans l'immanence. Hmm. Si cette évolution a un sens, et notamment un sens spirituel, c'est-à-dire si cette évolution n'est pas seulement matérielle, mais si c'est une conscience en autodéploiement, alors à ce moment-là, nous sommes dans le divin, nous sommes situés dans la conscience. Et là, tout redevient peut-être pas sacré, mais spirituel. Oui, oui, alors là, il y a une mutation profonde qui fait qu'à ce moment-là, on peut considérer Sri Aurobindo et Teilhard de Chardin. Alors c'est intéressant parce que Sri Aurobindo, c'est l'Asie, et Teilhard de Chardin, c'est l'Occident, mais c'est des gens aussi qui connaissent Ouais, mutuellement c'est des l'Orient et synthèses, hein, l'Occident. c'est plus des synthèses. Et il y a vraiment cette idée que, effectivement, oui, il y a évolution, ils reprennent en fait tous les apports de la science, Mm. mais ils redonnent un sens spirituel à cette évolution Voilà. elle-même. Et ça, à ce moment-là, ça redonne les bases d'une pensée évolutionnaire intégrale Mm. qui mixe à la fois les données de la science, mais aussi le fait que l'aventure cosmique, c'est pas essentiellement uniquement des atomes matériels, mais aussi de la conscience en fait. Ouais. Et c'est cette rencontre entre la conscience et la science
qui marque un peu ce qu'on peut appeler le nouveau paradigme, mais qui reste encore à définir. Oui, et là il y a un élément, une subtilité très importante à comprendre, c'est que dans ce nouveau paradigme, ce qui est spirituel, c'est l'immanence, mais ce n'est pas une immanence statique. Oui, c'est Donc ça. elle ne va pas imposer un respect d'un ordre statique qu'il ne faudrait Hmm. surtout pas perturber, puisque ce qui est spirituel dans ce processus, c'est l'évolution elle-même. Hmm. Donc l'homme, en tant qu'agent de cette évolution, a le droit d'y participer, Hmm. justement, Non, c'est même pas qu'il et a le ça, droit, il a le devoir. il a le devoir, oui. Il est supposé être Et la pointe fine de cette voilà, c'est évolution. ça. Et donc il y contribue, et le sens spirituel de sa vie, c'est d'y contribuer. Hmm. Et donc là, on a la réconciliation entre ce qu'avait apporté la modernité, à savoir Hmm. cet élan d'évolution progressiste, Hmm. et en même temps la dimension spirituelle qui invite Hmm. à un respect de l'équilibre. Hmm. Et dans cette dialectique-là, il y a un nouveau paradigme qui se forme qui est inédit dans l'histoire, Hmm. avec la possibilité d'aller loin dans le processus d'évolution et d'y contribuer, mais en co-création avec la nature. C'est pour ça que j'aime bien dire, on doit passer de maître et possesseur de la nature à élève et co-créateur de la nature. Hmm. Et co-créateur, ça veut bien dire ça, c'est-à-dire que on co-crée, c'est-à-dire c'est en coopération avec la nature et en compréhension de l'équilibre naturel. Et ça, Oui, c'est... je pense que là, tu touches du doigt quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer à travers le biomimétisme Oui, notamment. et aussi l'étude des différentes espèces animales et tout ça, c'est à quel point l'homme, en étudiant la nature, découvre l'intelligence de la nature Voilà. exceptionnelle, alors que c'est vrai qu'on décolle, on voit décoller l'ère industrielle dans un contexte où tout de même la nature est vraiment considérée comme une frustre esclave, alors que vraiment aujourd'hui, je pense que on n'est plus du tout dans cette logique, on est vraiment en train de se Ouais, dire ouais. comment pouvons-nous penser notre évolution Ouais. dans sans perdre notre créativité, mais en respect de nouveau de la nature. C'est D'une ça. certaine manière, on retrouve, mais d'une manière très différente, le sacré des peuples premiers. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'intellectuels de notre temps sont tellement intéressés par C'est les ça, ouais, peuples ouais. premiers, parce que D'ailleurs, quelque part, leur sagesse apparaît très, très inspirante pour nous, de la même manière que le fait d'étudier en détail scientifiquement les abeilles nous permet de mieux comprendre nos sociétés, etc. etc. c'est ça. C'est vrai que intuitivement, les cultures premières avaient compris le caractère systémique des choses. Elles ne l'avaient pas conscientisé, conceptualisé, mais elles l'avaient intuitivement saisi et elles comprenaient que tout est interdépendant et que donc la vie de l'homme dépend du reste et que ce qu'on fait à la nature, au final, on retombe sur l'homme. C'est ce que n'a pas du tout compris la modernité. Quand on lit Descartes, il dit bien, moi quand j'emploie le mot de nature, je ne veux pas parler d'une déesse, je veux parler de la Mhm. matière. Mhm. Et quand il dit ça, bien sûr, il y a tout le projet de la modernité dans ce mot-là. Si Mhm. la nature est une matière, elle est aussi une matière première, Mhm. exploitable en cela. Et quand il dit matière, il dit aussi autre chose. Il dit que la nature est un stock brut. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une interconnexion dans la structure de cette matière. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune compréhension du caractère systémique de la nature. Quand Donella Meadows explique ce qu'est la systémique, elle prend un autre exemple. Elle dit qu'est-ce qui, par exemple, en tant qu'ensemble, n'est pas systémique. Mhm. Elle prend l'exemple d'un tas de sable. Un Mhm. tas de sable, c'est juste un amoncellement de grains de sable. Vous pouvez d'ailleurs enlever des grains de sable, ça ne va rien changer dans la structure. Tandis que si vous prenez un corps qui est un véritable système, vous enlevez un organe, tout le reste va soit aller très mal, soit carrément dépérir. Et ça, c'est parce que c'est une logique de système. Et donc, quand on dit la nature n'est qu'une matière, on ne comprend pas sa structure de système. Ouais, Et c'est c'est ça. là que la Bah, d'ailleurs, ça rationalité... correspond à l'époque où le référent et les outils les plus avancés technologiques de l'époque, c'était les horloges. Et d'ailleurs, on donne aux Chinois,
quand on essaye de les séduire des horloges, parce que pour nous, c'était le comble de la technologie, c'était la mesure du temps. Qu'on met d'ailleurs au sommet de nos églises aussi. Enfin, c'était intéressant, cette place des horloges au XVIIe, au XVIIIe, et le monde est une grande horloge. Ah oui, qu'il oui, faut le grand comprendre. temps. Et donc on peut prévoir aussi qu'est-ce que serait le monde demain. C'est le mécanisme. Il y a la métaphore mécanique Ouais. et qui explique sans doute le caractère quasi religieux avec lequel on va étudier la mécanique. Et les grands prêtres de l'ère industrielle, c'est des ingénieurs. Hein. On peut dire ça. Ouais, ouais. Mais écoute, on peut peut-être s'arrêter là. C'est une première étape parce qu'il faut mieux avoir des vidéos assez petites. Plusieurs Donc je vidéos. vais m'arrêter Ok. là.